Bonjour, nous sommes au musée du Barreau avec Jérôme Pierrat. Vous venez de faire avec votre frère un livre à 4 mains, comme on dit. Oui, enfin, on l'a écrit, oui, si, avec le clavier, c'est à 4 mains maintenant. Mais effectivement, oui, on vient de co-signer un ouvrage puis sur les pièces à conviction, sur 34 grandes affaires criminelles, revisitées du point de vue des pièces à conviction. D'accord. Alors, la répartition s'est faite comment? Parce que vous avez chacun votre spécialité. Non, mais chacun a proposé une petite liste de ses, de ses marottes judiciaires, et puis on s'est réparti le boulot, on a fait moitié-moitié, et puis voilà. Très très simplement. D'accord. Et alors vous, quelle a été votre affaire favorite? Pas forcément les miennes d'ailleurs, c'est plutôt des affaires anciennes qu'Emmanuel a traitées. Du 19e, il y en a plusieurs, mais toutes celles qui concernent le 19e et qui étaient un peu plus oubliées que les affaires plus médiatiques et plus récentes. Et puis un petit parfum désuet, historique, qui change un peu. Alors, un nom ou deux? Pardon? Un nom ou deux d'affreux criminels? J'aime beaucoup l'affaire qui concerne la veuve Steinlen, qui était la veuve d'un peintre célèbre, qui a été prise dans une affaire de triple homicide, dans son hôtel particulier du 15e à Paris. Voilà, il y a celle-ci, enfin il y en a pléthore. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs, alors, ma vice-bâtonnière, pardon pour la préséance, monsieur le président de la conférence des bâtonniers, messieurs les bâtonniers, mesdames les bâtonniers, monsieur le maire, madame le conservateur général de la préfecture de police que j'ai perdu, et madame la conservatrice de la bibliothèque des littératures policières, Catherine Chauchard, qui est là, qui peut peut-être venir à nos côtés. Messieurs et mesdames les membres des conseils de l'ordre du barreau de Paris et du Conseil national des barreaux, mes chers confrères, mes chères consoeurs. Donc je ne répéterai pas, je dirais Voilà. juste mes les personnalités. Les chers amis, d'abord un mot de bienvenue sur les terres de monsieur le maire dans cet hôtel particulier, hôtel de la Porte, bâtiment du XVIIe siècle qui est classé depuis assez longtemps à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison notamment de son escalier magnifique. Je le rappelle à chaque fois parce qu'en sortant, vous pourrez gravir quelques marches, même si je sais que celles que vous préférez sont celles du palais de justice qui vous amènent à venir visiter ce sous-sol. Vous avez de quoi ici, d'ailleurs, satisfaire en temps normal, parmi nos collections permanentes, le goût pour les marches du palais, parce qu'en théorie, nous présentons ici des documents très importants que nous conservons au barreau de Paris. Nous avons cette fierté et de conserver notamment le procès de Marie-Antoinette, le procès de Louis XVI, mais aussi celui de Zola, celui de Dreyfus, Madame Caillot, également le procès de Pétain. Il y a les jours heureux et très malheureux qu'a vécu la France, les jours heureux et malheureux de la République notamment, et toutes ces choses historiques évidemment nous intéressent et sont conservées ici, l'affaire Stavisky évidemment, jusqu'à l'affaire Maurice Papon, puisque les avocats de différentes parties nous ont confié la totalité de leurs archives. Mais ce soir, c'est surtout, vous l'avez compris, autour des pièces à conviction que nous nous retrouvons. Ces pièces à conviction qui font l'objet d'ailleurs d'une exposition, mais aussi d'un magnifique catalogue. Voilà, il faut toujours le dire, dont j'ai l'honneur d'être le co-auteur avec mon frère Jérôme qui est quelque part par ici, qui est journaliste bien connu, notamment de la mafia, mais aussi de la police et de la justice. Et nous sommes très contents d'avoir un ou deux couteaux ensanglantés, une ou deux armes. Vous aurez la gentillesse de ne pas chercher à ouvrir les vitrines, parce que vraiment, la sécurité n'a pas prévu que vous les manipuliez, et les assurances de l'ordre non plus. Et donc, c'est parfois des objets de l'arme du crime, c'est parfois aussi des choses beaucoup plus anodines, et qui nous paraissent sur le moment un peu singulières. Ça peut être une cordelette, comme dans l'affaire Grégory, mais qui d'un seul coup va prendre une ampleur, une symbolique, qui va être porteuse et celle qu'on va associer dans le grand public à l'affaire. Tous ces témoins muets qui sont étiquetés, vous le savez aussi, parfois, eh bien, la justice s'en lasse et elle les jette ou elle les rend à leurs propriétaires quand ceux-ci sont innocentés, quand l'affaire est close, et c'est ainsi que certaines pièces se sont retrouvées, ont disparu à jamais, et la police scientifique a beau s'échider, elle n'arrive pas à réouvrir, comme dans les merveilleux films Cold Case ou les séries, elle n'arrive malheureusement pas en pratique à mettre la main sur le bout, le moindre début de tissu qui a été rendu à sa propriétaire et sur lequel l'ADN évidemment reste introuvable. En pratique, vous savez aussi les pièces à conviction, pour les avocats que vous êtes en grande partie ici, ce sont ces objets qu'on présente dans la vitrine de la cour d'assises. Quel Sage, grand pénaliste avec nous, qui va succéder au barreau de Paris pour diriger la culture, le sait, il pourrait vous le raconter par le menu, et parfois ces pièces à conviction ne rentrent pas dans la vitrine. La cuisinière de la Ferlandru, dont nous avons un modèle plus réduit, mais extrêmement important ici, les valises de l'affaire Petiot, qui ont représenté un mur complet dans la cour d'assises, mais aussi la meuleuse à béton de Simone Weber, que nous n'avons pas ce soir, nous regrettons beaucoup,
mais ça aurait donné un petit côté moins artistique à notre affaire, je l'avoue. Et donc tous ces objets ne rentrent pas évidemment dans la vitrine et encombrent la totalité du prétoire, au lieu desquels les jurés, les juges, les magistrats professionnels et les avocats doivent se débattre et aboutir éventuellement à des plaidoiries, à réquisitoire et à verdict. Depuis des années donc, tout cela défile, et puis ensuite tout cela est délaissé par la justice et finalement fait l'objet d'un grand intérêt de la part de la presse, des musées. Et aujourd'hui, ces pièces à conviction sont porteuses de témoignages qui nous intéressent beaucoup. Ces pièces à conviction ce soir, je ne vais pas être trop long, vous dire simplement qu'elles viennent évidemment en grande partie des collections du musée du barreau de Paris, mais aussi grâce au prêt et à l'amicale générosité d'amis qui vont nous demander de les restituer malgré tout. Donc même si je les invite à faire un don ou un dépôt permanent, c'est essentiellement la préfecture de police qui nous a aidés d'abord et que je voudrais remercier en la personne de M. Jean-Marc Gentil, chef du service de la mémoire et des affaires culturelles de la préfecture. Il y a Madame le conservateur que j'ai définitivement perdu mais qui est quelque part, Madame Audrely, que je remercie infiniment mais qui est là. Madame le conservateur général, si vous voulez bien venir avec nous, ne vous inquiétez pas, vous ne finirez pas aux assises. Donc, Madame Nathalie Minard, qui est responsable du pôle image et des archives de la préfecture, et Madame Emmanuelle Brou-Foucault, qui est la directrice du musée de la préfecture également, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis on a aussi la bibliothèque des littératures policières, Catherine Chauchard, décidément, voilà, ça y est, qui est notre partenaire, qui fait beaucoup de choses avec nous et qu'on apprécie infiniment. Madame la conservatrice, parce que là nous avons des conservateurs et des conservatrices, et les plus progressistes parfois des conservatrices. Et puis nous avons aussi des généreux prêteur, peut-être donateur demain, confrère Éric Pergaman, Certainement. voilà, avocat et artiste qui a fait ce magnifique radioscope et qui traite les affaires criminelles. Vous pouvez appuyer après sur des boutons, il y a tout un système de manipulation, c'est formidable. Et puis monsieur Stéphane Pedretti qui nous a prêté la fameuse cuisinière et quelque chose amusante et alimentaire. Voilà. Vous dire que je les remercie tous infiniment. Je remercie aussi évidemment Cindy Gérassi, François Gibault, mon prédécesseur qui est aujourd'hui... Messieurs et mesdames les hautes personnalités, Monsieur Pierrat m'ayant facilité la tâche puisqu'il a déjà remercié tout le monde, je vais maintenant le remercier lui. Car mon cher Emmanuel, une fois encore, je ne peux que te faire part de ma stupéfaction et de mon admiration. Comment fais-tu pour exercer tous les jours des métiers différents? Où est ton hologramme? Là, il est en vrai. Pour te retrouver en voyage, en train d'écrire, en train de plaider. Je ne sais pas comment fait Emmanuel. Il va falloir qu'un jour, il nous délivre son secret. Tu écris plus vite que ton ombre et tes livres paraissent à une cadence endiablée. J'ai la chance d'avoir presque une bibliothèque entière, grâce à Emmanuel, parce qu'il a la gentillesse chaque fois de m'offrir ses livres. Donc, je vous assure, tous mes voyages sont occupés par les livres d'Emmanuel qui m'accompagnent. Ta curiosité est insatiable. Tu es un être multiforme, en définitive. Pas tout à fait humain, un truc un peu étrange, mais que nous découvrirons un jour. Et le musée du barreau ne cesse de nous convier à des rencontres les plus variées, les plus insolites et les plus intéressantes. J'ai eu le plaisir de découvrir, mais il est caché, mais maintenant on sait qu'il existe, ton frère Jérôme. Ton frère Jérôme, avec lequel tu viens de publier 35 pièces à conviction, vous devenez encore plus intéressant, puisqu'on sait que vous avez des liens à la mafia et tout. On peut imaginer encore plein de choses, c'est merveilleux. Et ce livre vient de paraître, on le remontre, oui, aux éditions de La Martinière. Je ne peux que vous encourager, alors, aux donateurs à donner et aux présents à acheter. Tu n'ignores sans doute pas que les éditions La Martinière ont publié un livre de l'écrivain, je ne le savais pas mais je vous le dis, donc on va tous le découvrir, Laurent Bouzereau, Hitchcock, pièce à conviction. Te voilà dans la cour des célébrités, si tant est que ça te manquait. Mes amis, pardon, on ne prend pas normalement la parole après sa bâtonnière, donc pour fond l'usage, juste pardon, parce que je n'ai pas remercié évidemment les éditions de La Martinière, Isabelle Dartois qui est là, Anne Serrois qui est représentée. Il faut dire que le livre est en vente au rez-de-chaussée, que ça n'est pas une obligation,
Mais c'est comme l'escalier, c'est en option et je vous conseille quand même de le faire. Voilà. Cette fois, vous pouvez regarder l'exposition et voir un tailleur. Pour le faire pardonner, achetez le livre. Très bien. Bonjour, bonsoir monsieur. Vous êtes le président de la commission des bâtonniers. Vous voulez bien vous présenter, donner votre nom à nous? Je suis Yves Maillu, président de la conférence des bâtonniers de France. D'accord. Alors, premier sentiment devant cette exposition? C'est une très belle exposition. Bravo à ses promoteurs, et notamment Emmanuel Pierrat. Je connais bien Emmanuel Pierrat, je connais sa passion et je la partage aussi. Et c'est une exposition qui est émouvante. Voyez-vous, il ne faut pas mépriser les objets. Il faut au contraire les respecter. Il y a des objets aimés, il y a des objets qui nous rappellent à des jours heureux, et puis il y a des objets qui nous renvoient à des événements tragiques. Mais tous ces objets-là méritent d'être conservés parce qu'ils supportent en quelque sorte la mémoire et ils servent à la transmission de la mémoire. C'est pour ça que cette exposition est intéressante. D'accord. Alors vous, justement, vous avez dû assister à des procès où il y avait pléthore de pièces et à conviction. Et est-ce que vous ne trouvez pas que lorsqu'il y en a trop, ça embrouille un peu les jurés? Ou est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire si la pièce participe à prouver la réalité des accusations. Je n'aime pas le terme pièce à conviction. La conviction, c'est subjectif. Je préfère élément de preuve. Alors, elles sont utiles, bien sûr. Elles sont à manipuler avec précaution, parce qu'elles impressionnent. Quand vous passez 2 ou 3 journées d'audience avec sous vos yeux une arme, un couteau ensanglanté, que vous apercevez encore des traces de sang séché, ça impressionne l'esprit. Et est-ce que ça n'est pas de nature à affecter la sérénité des débats? On peut se poser la question. Justement, est-ce que ça ne peut pas intimider et influencer les jurés? Si, certainement. Je pense que ça a nécessairement une influence parce que ça impressionne. Bien sûr. J'ai un ou deux souvenirs, une ou deux expériences où il aurait été sage de la part du président de ne pas mettre sous les yeux du juré une telle hache ensanglantée dont j'ai le souvenir. Bien sûr. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Et bonne soirée, bonne découverte. Emmanuel, une nouvelle exposition, une nouvelle année qui s'annonce. Et d'où est venue cette idée? Comment ça a germé? Une affaire plus particulière? Cette exposition est née d'une idée qui est de faire parler les objets. C'est une idée que moi j'aime beaucoup parce que c'est un procédé littéraire qui remonte aux bijoux indiscrets, qu'on connaît dans des romans érotiques aussi, avec le canapé couleur de feu, le sofa de Crébillon. Et donc voilà, le fait que les objets sont des témoins muets mais d'un seul coup sont révélateurs de quelque chose, c'est très vrai dans une cour d'assises où on est tous capables de penser à la cuisinière de Landru, qui se trouve juste derrière moi reproduite, ou ici, voilà, la cuisinière de Landru, aux valises du docteur Petiot, à la cordelette de la fée Grégory. Il y a des tas de choses qui peuvent être très horribles, qui ne sont pas nécessairement des armes du crime, mais qui sont des témoins et qui servaient en quelque sorte à manifester la vérité. Voilà. Donc notre idée était de faire parler les objets parce que ce sont les grands témoins muets et en même temps qu'on met dans une cour d'assises, dans une vitrine, au milieu de la cour d'assises, dans le prétoire. C'est la petite culotte ensanglantée, c'est le couteau, c'est le revolver, c'est tout ce qu'on a trouvé sur les lieux du crime et qui a été placé sous scellé pendant toute l'instruction. Et ce sont ces objets, dans la salle d'audience, dans la salle de la cour d'assises, qu'on va sortir de la vitrine et faire passer aux jurés pour qu'ils se convainquent d'une opinion, qu'ils pensent que c'est la culpabilité ou l'innocence qui doit l'emporter. Et c'est totalement irrationnel et en même temps ces objets vont symboliser, devenir des preuves, des pièces qui vont emporter leurs convictions et leur permettre de rendre un verdict. Donc ils vont devenir les symboles de l'affaire. On a choisi de raconter nos grandes affaires criminelles par le biais de ces objets. D'accord. Alors justement, on évoquait le poids de ces objets. Est-ce que quelquefois montrer les objets, ça n'est pas influencer de manière très forte le juré, alors que peut-être il peut y avoir un doute? Il est évident que les objets ont un rôle très décisif. Dans une cour d'assises, les jurés n'ont pas accès au dossier. Ils n'ont jamais lu les procès-verbaux d'interrogatoire, ils n'ont pas lu la garde à vue, ils n'ont pas lu les interrogatoires devant le juge d'instruction, ils n'ont rien. Et la seule chose qu'ils découvrent, seul le président de la cour d'assises, magistrat professionnel, a le dossier. La seule chose qu'ils ont, ce sont les individus qui passent à la barre, mais si quelqu'un n'est pas là, ils ne témoignent pas.
et on lit éventuellement son interrogatoire, mais encore, et en revanche, ils ont sous les yeux ces objets. Et quand ces objets sont là, quand ce sont les valises du docteur Petiot qui remplissent toute la salle d'audience et la cour d'assises, quand c'est la cuisinière de Landru, quand c'est la meuleuse à béton de l'affaire Simone Weber, évidemment que ces objets ont un rôle décisif. C'est le cas dans l'affaire Omar Haddad aussi, où les portes ensanglantées avec Omar Mathieu ont été apportées devant la cour d'assises, les portes de la cave, et d'un seul coup deviennent finalement des accusatrices. Alors qu'en réalité, on leur fait dire ce que l'on veut. Tout à fait. Donc là, c'est là où on voit le rôle des avocats et de la justice qui reste délicat. La justice reste très humaine et elle reste très, comment dire, relative. Nous ne pratiquons pas la justice, nous pratiquons l'institution judiciaire. La justice est un très beau concept qui est rarement au cœur de la cour d'assises. La cour d'assises, ce sont des hommes et des femmes qui jugent avec finalement peu de temps par rapport à des affaires extrêmement importantes, extrêmement lourdes, extrêmement tristes et qui ont été traitées pendant 4 ans par la justice, qu'on leur demande de juger parfois en 24 heures, en 48 heures, en à peine quelques jours. Alors ce que je n'ai pas compris, c'est dans ce que disait Mme Mathias, que maintenant les pièces à conviction pourraient être données. Les pièces à conviction sont jusqu'ici détruites. Elles étaient détruites, notamment parce que dans la cour d'assises, il n'y avait pas d'appel possible. Jusqu'au début des années 2000, on ne pouvait pas faire appel. On était condamné ou acquitté, il n'y avait pas de voie de recours. On ne rejugeait jamais l'affaire. Depuis les années 2000, début des années 2000, la France a changé son système, aussi menacée par la Cour européenne des droits de l'homme qui disait que ça n'était pas possible. Et que l'erreur étant humaine, on devait pouvoir avoir la possibilité d'être rejugé. Donc désormais, on conserve les pièces. Et on a un projet de loi qui dit qu'on va éventuellement les conserver et quand elles ne serviront plus, les redonner à des nécessiteux. Je ne sais pas ce qu'on va leur donner parce que ce sont des revolvers, donc on ne va pas distribuer, ce ne serait pas de la nourriture. Oui. On ne va pas donner un matelas ensanglanté, ça me semble totalement absurde. Voilà. Donc c'était là-dessus qu'ironisait un peu Dominique Attias. D'accord, ok. Alors, une autre question. La bibliothèque, on a un peu évoqué le problème avec le président de l'association qui gère le musée. Cette bibliothèque, ce fonds qui existe au Palais, est-ce qu'il y a des opportunités d'élargir l'activité du musée, justement, au-delà de ces murs? Alors le musée a vocation, a priori, peut-être un jour à rejoindre le palais de justice, l'ancien palais de justice, puisqu'il y a un nouveau palais de justice qui va ouvrir donc, au printemps 2018 à la porte des Batignolles. Donc une grande partie du tribunal de grande instance va déménager, une partie de l'ordre des avocats, et donc nous, la possibilité, c'est éventuellement de revenir dans les murs fondateurs, on va dire, de l'île de la Cité, et peut-être aux côtés du musée de la police, qui lui se trouve dans le 5e arrondissement, sur le toit du commissariat de Maubert Mutualité, et qui aura peut-être vocation à s'installer comme nous au 36 quai des Orfèvres, qui serait une adresse magique. Ce serait bien de vous regrouper, parce que pour des expositions comme ça, ce serait... Auquel cas, le musée du barreau, le musée de la police avec la conciergerie et la Sainte-Chapelle deviendrait un formidable pôle muséal au cœur de Paris. Tout à fait. Ça, ce serait quelque chose de formidable. On sait que justement, tu es sur le projet et que tu surveilles ça de près. Nous aussi, on attend de savoir comment nous sommes ravis que les Nôtres de Paris surveillent ce projet avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Alors, vous avez une petite boîte là qui est très particulière. Alors, ça s'appelle des radioscopes. Ce sont des radios que je désosse complètement et je récupère uniquement la carcasse et je crée dedans une histoire avec un scénario, avec de la musique, avec de l'animation. Et là, j'ai été inspiré par Patrick Henry, ce qui peut paraître assez curieux de prime abord. Mais ce qui m'a intéressé dans cette histoire de Patrick Henry, c'est le cynisme du personnage qui, à un moment donné, aurait pu se retrouver dans cette situation que j'ai plus ou moins inventée, mais à savoir être libéré par les policiers alors qu'il était placé en garde à vue. Les policiers espéraient que Patrick Henry allait les mener à l'enfant qu'il a kidnappé et qui était enfermé dans un hôtel. Et au lieu de ça, il a été donné une interview à la télé. Donc je l'ai imaginé en train de se regarder lui-même. D'accord. Dans cette petite scène. Une attitude narcissique du criminel. Et désinvolte et complètement en dehors des réalités. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui vous avait séduit dans ce personnage et cette affaire. Séduit, c'est un grand mot. Non, ce qui m'a interpellé. Inspiré. Voilà, ce qui m'a inspiré, on va dire plutôt. Il n'y a pas grand-chose qui me séduit chez Patrick Henry. Non, je crois que... non, là, franchement, c'est une histoire assez horrible. Voilà, et puis j'expose régulièrement mes animations. Il y en a sur le droit pénal, il y en a sur d'autres sujets. Essentiellement des affaires pénales.
Alors j'ai fait une cour d'assises que vous pouvez voir sur internet, qui s'appelle À point fermé, où je retrace les plaidoiries de la défense dans 4 grands procès criminels du XXe siècle, à savoir Landru, si j'en oublie pas, Landru, Ranucci, Colonna et Courgeot. Enfin, c'est 4 procès qui m'ont intéressé, dont j'ai récupéré les plaidoiries que j'ai fait dire par des confrères pénalistes. Et après, voilà, il y a toute une mise en scène autour des magistrats qui se regardent, qui s'interpellent les uns les autres. Voilà, tout ça est visionnable sur mon site lesradioscopes.com. J'ai pris la carte. Voilà. Alors justement, à chaque fois, même principe. C'est toujours le même principe, une scène qui est animée par un bouton que pousse le spectateur et la sienne se déclenche, elle peut durer 10 minutes pour certaines plaidoiries dans cette boîte, dans cette Radioscope dont je vous parle, jusqu'à là c'est une scène qui dure 3-4 minutes, pas plus. Voilà. Alors justement, ces scènes, ce sont différentes boîtes ou c'est une seule et même boîte et on appuie, on a plusieurs fois? Non, là vous en avez une, mais j'en ai 15 comme ça, avec des radios différentes, de différentes époques, des histoires différentes, qui n'ont rien à voir entre elles. Je peux faire des choses sur la cosmologie, comme je peux m'intéresser au droit criminel, en passant par des univers type Gulliver. Allez voir sur mon site. Ça Oui, on ira voir. Plus que ce que je peux et vous réalisez des commandes ou vous Oui, alors j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour moi-même. J'ai fait quelques expositions à Paris, dont l'une à Maker Faire à la Foire de Paris. J'ai obtenu le prix. Oui, c'est ce que j'ai vu. J'ai obtenu le prix de la Foire de Paris 2016, donc c'était quand même très encourageant. Ouais. Et donc, voilà, au fil des expositions, j'essaye d'aborder des thèmes assez différents. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 25 ans que je fais ça. 25 ans. Ça fait 25 ans. Vous avez commencé tout petit alors? J'ai commencé, je ne sais pas si je peux vous prêter un âge que je n'ai pas peut-être. J'ai quand même 48 ans, hein, donc j'ai commencé à peu près à 25 ans. Et effectivement, là depuis 2 ans, je travaille uniquement sur des commandes de mon réseau. Ça commence un petit peu à s'élargir aux amis de mes amis. Et donc je suis en permanence en train de... Il y a des choses que vous refusez de faire Ça s'est jamais présenté? Non, ça s'est jamais présenté parce que les gens qui aiment mon travail, on arrive toujours à se connecter sur une idée. Donc non, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera, ça veut dire que j'ai un grand nombre de commandes. Voilà, vous serez débordé. Voilà, est-ce que vous faites école? Comment? Vous faites école? Vous avez des disciples déjà? Très jeunes, mes petites nièces, 7 et 10 ans. Voilà. Mais elles s'y sont collées et ma foi, ça commence à prendre forme. Bon, voilà, c'est pas aussi technique, mais ça reste pas mal. C'est une belle approche. Et petit, vous créez des scènes comme ça? Vous avez créé des scènes? Alors, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette fibre-là d'avoir envie de mélanger des objets. J'ai commencé par la peinture, j'ai mélangé différentes techniques, peinture-objet, lumière, mouvement, et puis après j'ai eu envie de la troisième dimension. Donc je me suis intéressé, comme j'aimais les radios par ailleurs, les deux passions se sont entremêlées, ça a donné ça. Voilà. Quel côté projection et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, après il y a tout un aspect technique, je ne travaille pas seul sur ces machines-là, il y a tout un aspect technique, programmation, donc j'ai quelqu'un avec qui je bosse sur ces aspects techniques des choses, moi m'occupant uniquement de l'aspect artistique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Monsieur le maire, je crois que vous êtes le maire du 1er arrondissement, le maire du musée en quelque sorte. C'est une belle exposition qui est très bien documentée avec beaucoup d'éléments, je dirais, historiques. Ça fait partie de la mémoire collective des Français. Ce sont des affaires célèbres qui ont, je dirais, mobilisé les Français, qui les ont parfois déchirés, qui les ont... il en reste des traces de grands débats, de grandes images, des images très fortes. Donc oui, ça devient des éléments de notre mémoire collective et c'est donc bien d'en faire, je dirais, une exposition dans un musée. Voilà, c'est le musée finalement des souvenirs très forts, des grandes affaires qui ont passionné les Français. Merci beaucoup. Alors, nous voici au cœur de l'affaire, dirons-nous. Est-ce que vous voulez bien rappeler qui vous êtes au sein de ce musée? Vous avez un rôle important. Alors, j'ai un rôle important, je m'appelle Louis de Gosse, je suis le président de la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris. Voilà, donc je travaille la main dans la main avec le conservateur, qui est mon confrère Emmanuel Pierrat. Et quant à moi, j'essaie de réunir les confrères, les gens de la basoche, comme on dit, c'est-à-dire du milieu du droit,
mais aussi tous les passionnés d'histoire, tous les passionnés d'histoire judiciaire et juridique, pour soutenir l'action du musée, pour aussi récolter un peu des fonds afin d'agrémenter les collections du musée, de les maintenir en place, d'ouvrir au maximum au public. Voilà. Donc le musée du barreau de Paris existe depuis bien sûr très, très longtemps, mais l'idée est vraiment de l'ouvrir au public et que chacun puisse s'en saisir pour découvrir les merveilleuses collections qu'il recèle. Tout à fait. Alors justement, depuis que vous avez cette ouverture plus large vers le public, est-ce que ça a vraiment grossi, amplifié Ah oui, mais jamais assez. Ouais. Malheureusement, jamais assez. Oui, ça a grossi, amplifié. Oui, on a pu avoir un nouveau dynamisme aussi. Voilà, on essaye d'avoir 2 expositions temporaires chaque année, mais les collections permanentes restent aussi ici, toutes les grandes affaires. Et puis ça permet aussi de faire connaître auprès des confrères qui sont eux-mêmes collectionneurs. Bien souvent, les familles ont ces collections, par exemple au décès d'un confrère, et peuvent du coup nous contacter pour en faire don au musée. On a comme ça un outil pour faire voilà, l'interface entre le public, les amateurs et le musée. On l'avait vu avec la famille Garçon qui justement a largement participé. Avec la famille de Maurice Garçon qui a largement participé effectivement, mais aussi un peu moins récemment, j'ai le souvenir de notre confrère qui a permis effectivement Jean-Marc Varro, au décès de son père, Maître Varro, eh bien de passer au musée les collections, les notes de plaidoirie de Maître Varro. Ça, c'est très intéressant pour les jeunes qui se lancent dans la carrière et pour les curieux aussi. Bien Alors, sûr. est-ce que les curieux ont accès justement à ces notes, à ces documents? Alors oui, il y a des documents, on a accès à ces notes et ces documents. Là, pour ces notes-là, bien sûr, c'est le procès Barbie, ce n'est pas un procès très facile non plus, mais c'est un procès important, intéressant. Après, il y a des curiosités qui appartiennent au musée et on y a accès. Alors, parfois, ce n'est pas que dans les collections effectivement permanentes, mais on a des collections, on a des expositions temporaires qui permettent de mettre en avant justement ces curiosités du musée. Alors une question plus délicate, il y a aussi des richesses au palais, à la bibliothèque. Alors qu'est-ce que ça va devenir avec le transfert Alors, là-dessus, pas d'inquiétude. Nous avons, bien sûr, il y aura un transfert, du moins c'est ce qui est dans les projets. Il est clair que nous n'allons pas laisser nos merveilles du palais de justice délaissées. Soit on va les transférer aussi pour reprendre dans la nouvelle maison des avocats, soit au Batignolles, soit on va les replacer dans l'hôtel de Harlay, qui est un petit peu la maison dans laquelle on accueille le public pour les avocats, soit ici même au musée, effectivement, sachant qu'on a au palais aussi quelques grandes richesses, quelques incunables qui appartiennent au barreau de Paris. Et là, effectivement, il faudra faire très attention à la fois pour leur transport et pour leur conservation. Mais le conservateur Emmanuel Pierrat est très au fait de tout cela. En plus, nous cherchons aussi à garder dans l'ancien palais de justice quand même quelques salles et pourquoi pas des salles d'exposition. Tout ça est en discussion. Oui, parce qu'il y a des lieux dans le palais de justice qui sont des lieux historiques. Tout à fait, la conciergerie ne sera pas déplacée. La conciergerie ne sera pas déplacée. Et puis les lieux historiques de la profession, la grande bibliothèque de l'ordre des avocats ne sera pas déplacée non plus. Et donc ce serait dommage effectivement de la laisser tomber, si j'ose dire. Nous espérons pouvoir effectivement en faire quelque chose et pourquoi pas peut-être au contraire profiter d'un déplacement de l'ancien palais de justice vers le nouveau pour récupérer de la place pour le musée.
Ce serait formidable. pour le musée. Formidable. Exactement. Ça nous rapprocherait en plus d'autres musées, comme le musée de la préfecture de police, qui est présent maintenant ici. On fait des échanges avec d'autres musées. Et voilà, ça nous permettrait effectivement d'avoir un peu plus d'espace, d'avoir un lieu d'accueil. Voilà. Ici, l'espace est très beau, vous l'avez vu, vous avez peut-être pu le filmer, mais c'est vrai qu'il reste assez petit, alors en termes d'exposition, mais aussi en termes d'accueil du public. Voilà. Pour des raisons de sécurité, du coup, on est un peu gêné par le nombre de publics que l'on peut accueillir. Et uniquement les week-ends, hein, on rappelle. Alors, uniquement les week-ends ou sur demande, on peut ouvrir pour certains groupes. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, ça peut effectivement s'organiser. Ben, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon ensemble. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Merci.